On va débuter dans quelques instants. On va attendre deux petites minutes le temps de se connecter. On ne peut pas parler de ça. Yes, oui. Ouais. Encore quelques minutes. Changer de bonjour, bienvenue tout le monde. Bienvenue tout le monde. On va commencer dans deux petites minutes, ceux qui sont en ligne. Donc, on est bien connectés. On va attendre deux petites minutes parce qu'on a encore des participants en ligne qui se connectent. Alors, bienvenue à cette conférence de la chaire. Donc, dans quelques instants, on va débuter. Merci. Il n'y a pas l'équipement. Il y a une zone. Oui, il y a une zone. Alors, bonjour, bienvenue à ce mini-conférence de la Chambre de coopération. Je suis ravie aujourd'hui d'accueillir Charles-Philippe Gand-Grimard. Charles-Philippe est un étudiant associé à la chaire, ça fait quelques années, mais aussi il est doctorant en sciences politiques. Il vient nous parler de son dernier projet de recherche, qui est le lien entre les coopératives et la transition écologique et l'allié naturel et actrice de changement pour la cause environnementale. Donc, sans plus tarder, je donne la parole à Charles-Philippe. Bienvenue, merci d'être là. Merci, c'est gentil. Bonjour tout le monde, bonjour les gens en ligne. Je veux remercier d'abord évidemment Alain Michel pour l'invitation, c'est très apprécié. Donc, comme ça a été dit, je suis étudiant en doctorat en sciences politiques ici à l'UQAM et à l'Université de Liège. Ici, dans mes recherches, pour ma thèse, mes recherches parallèles, je m'intéresse à l'écologie, mais surtout les implications sociales et politiques qui vont relier au changement climatique. Donc aujourd'hui, je vous présente la première phase d'un projet de recherche. Donc, je vais aborder, pour commencer rapidement, la problématique et son recherche, juste pour vous mettre en contexte, mais l'objectif de la présentation, c'est surtout de faire présenter l'état des lieux. Qu'est-ce qui s'est fait dans la littérature scientifique sur le sujet? Donc, ce qui est intéressant du point de vue du chercheur pour en responsable des changements climatiques, c'est un enjeu qui est tellement global, qui touche et toucheront éventuellement tellement de sphères de nos vies que ça crée une infinité de problématiques. Donc déjà, il y a qu'est-ce qu'on doit faire, parce qu'on peut se poser la question. Mais moi, où je suis parti, c'est qui doit faire la transition? Qui doit faire le changement? Est-ce que c'est les États, les gouvernements? Est-ce que c'est les grandes entreprises multinationales ou les PME? Est-ce que c'est les individus? Donc, on peut se poser la question indéfiniment. Et j'avais l'intuition, personnellement, que les coops, par leur nature, même leurs principes, pouvaient non seulement avoir une certaine facilité à mener la transition écologique, mais pouvaient peut-être être même un modèle pour le reste de la société.
Et vous allez voir que mon intuition était quand même bonne. Donc, pour la présentation, moi, personnellement, dans le projet, je m'intéresse aux coopératives d'habitation, mais dans la présentation, je vais aborder surtout les coops en général, puis je vais me pencher sur 3 types de coops aussi. Donc, mes questions de recherche, c'est d'abord, je vais voir comment s'organise la transition écologique au sein des coopératives d'habitation au Québec. Et j'ajoute une petite touche de Sciences Po ici, c'est juste savoir aussi quel rôle joue le processus démocratique dans cette transition. Donc, le premier point qui est fondamental à aborder, c'est la transition écologique. Quand on parle de transition écologique, de quoi on parle? Ça peut sembler simple au premier abord, mais vous allez voir, il y a beaucoup de choses à considérer pour qu'on en arrive à quelque chose de clair. Donc, Lydie Legge, par exemple, dans son article, elle affirme ça part avec un constat, en fait. Donc, il faut reconnaître d'abord que le rapport entre notre société, notre système, avec l'environnement, il est problématique et il est invivable sur le long terme. Donc, il faut accepter que les changements climatiques existent, la biodiversité se dégrade, qu'il y a des espèces, des milliers d'espèces vivantes sont en mode extinction, mais qu'il y a des êtres humains actuellement qui subissent les conséquences du changement climatique. On peut penser aux gens à Los Angeles. Mais ces conséquences-là vont s'aggraver dans le futur, puis ça va toucher encore plus de gens si on ne fait rien aussi. Donc, ça peut sembler super évident de dire faut partir d'un constat, mais si on regarde Donald Trump, qui est nouvellement président des États-Unis et qui nie en bloc l'existence des changements climatiques, l'idée même d'entamer une transition n'est même pas envisagée. Donc, le constat nous permet ensuite de nous intéresser, de nous interroger sur les composantes sociétales, économiques et politiques qui sont à l'origine des changements climatiques, mais qui y contribuent encore aujourd'hui. Et je vous ai dit, il y a beaucoup de choses à considérer, beaucoup de variables. Donc, quelles sont-elles? Dans plusieurs ouvrages, on précise qu'une transition, ça dépend d'abord des acteurs qui sont impliqués. Je vous ai donné des exemples, le gouvernement, les citoyens, les entreprises. Mais tous ces acteurs et ces actrices-là viennent aussi avec des croyances qui leur sont propres, des perspectives qui leur sont propres, des intérêts qui sont différents, mais aussi des ressources. Hein. Les individus n'ont pas les mêmes ressources qu'une coop. Une coop n'a pas les mêmes ressources qu'un État. Il faut considérer aussi les institutions politiques et juridiques qui sont en place, hein, que ce soit du municipal, provincial ou fédéral. Il faut considérer le modèle qu'on suit. Hein. Qu'est-ce qui va nous guider durant la transition? Vers où on s'en va? Aujourd'hui, le modèle le plus populaire, c'est ce qu'on appelle le développement durable, qui veut dire mille et une choses, mais ça reste quand même le modèle de référence. Mais il y a d'autres personnes qui vont parler de capitalisme vert, de croissance verte, puis d'un autre côté, on parle de croissance zéro, de frugalité ou de décroissance. Mais tout ça, ça n'implique pas les mêmes transitions. Donc, une transition écologique, ça peut être une variété d'initiatives. Ça peut être d'utiliser des technologies plus vertes, à adopter une nouvelle réglementation pour limiter le CO2, ou même la promotion des petits gestes individuels du quotidien, comme prendre le transport en commun, faire du compostage consommer local, par exemple. Donc là, je pourrais vous donner là, toute une liste de définitions du concept de transition, mais ça revient toujours un peu au même. Donc, j'ai pris celle de Dominique Beau et de ses collègues, donc, qui définissent la transition comme le processus qui permet d'aller au-delà de l'état actuel. Donc, ce sont les étapes d'un changement qui nous permettent de passer d'un avant à un après. Donc, l'après, ici, ça s'incarne par un rapport société-environnement qui est plus sain, hein, une société qui est en phase avec la réalité environnementale. Puis, juste pour bonifier un peu la définition, il y a dans la littérature ce qu'on appelle le champ des Sustainability Transitions. Et donc, il y a différents courants théoriques qui s'intéressent à la transition. Et les grands courants s'entendent pour dire aussi qu'une transition, ça procède toujours par des transformations qui vont être multiples, des transformations qui vont être simultanées, qui vont interférer mutuellement et qui vont agir à plusieurs niveaux, hein, du plus local au plus macro et structurel. En ce qui concerne maintenant les liens dans la littérature entre les coops et la transition écologique.
ce qu'on retrouve dans la littérature, c'est quand on parle de transition, c'est surtout l'atteinte des objectifs de développement durable de l'ONU. Donc, vous les avez à l'écran. Euh, donc, pourquoi ces objectifs-là? D'abord, l'ONU a évidemment une autorité politique qui est reconnue, mais par sa portée internationale, ça donne des cibles et des standards communs à tous les acteurs, les actrices qui veulent s'engager justement dans la transition écologique. Il y a 17 objectifs, mais qui reposent tous sur trois grands piliers. Donc, bon, c'est l'éradication de la pauvreté, la protection de la planète et la prospérité pour tous. Donc, domaine social, économique, mais aussi écologique. Je vais attirer votre attention maintenant sur un premier article qui est super intéressant, très utile, qui était réalisé par Lafond et ses collègues. Donc, c'est une analyse bibliométrique qui était axée sur l'identification du rôle des différents types de coop dans la réalisation des objectifs de développement durable. Donc, les chercheurs avaient une base de données de 874 contributions académiques qui étaient publiées de 2015 à 2022, donc c'est quand même assez récent. Et ils ont été capables d'attacher 8 types de coop aux objectifs de développement durable auxquels elles contribuaient le plus. Donc, le tableau à l'écran fait la synthèse de ça. Donc, le premier en haut, qui est la coop producteur. Bon, les auteurs ont constaté que dans la littérature, généralement, ce type de coop-là a tendance à favoriser au moins 4 objectifs de développement durable. Donc, le premier, c'est la pas de pauvreté. Le deuxième, c'est la faim zéro. Le 12e, c'est consommation ou production responsable. Et le 15e, c'est la vie terrestre, conservation et protection de la vie terrestre. Et donc, vous voyez que généralement, les 8 types de coop favorisent la réalisation d'au moins 2 objectifs de développement durable. Donc, le lien est là. Le lien est assez bien documenté dans la littérature, mais on peut se demander maintenant pourquoi les coops sont efficaces pour ça. Il y a quelques explications. Là, je parle des coops en général. La première, c'est assez logique en fait. Il y a plusieurs études qui suggèrent justement que les principes coopératifs, donc adhésion volontaire et ouverte, contrôle démocratique des membres, participation économique des membres, l'autonomie, l'indépendance, éducation, formation et information, la coopération entre les coops et l'engagement vers la communauté, ce sont des principes qui rejoignent directement ou indirectement les objectifs de développement durable, donc particulièrement ceux à vocation sociale, mais pas que. Donc, si on prend l'adhésion volontaire et ouverte et contrôle démocratique, par exemple, ben, il y a des chercheurs qui disent on rejoint dans ce cas-là directement les objectifs d'égalité des sexes ou de réduction des inégalités, par exemple. Mais si on va vers l'engagement vers la communauté, là, c'est beaucoup plus large. Puis là, on va atteindre beaucoup d'autres objectifs, y compris ceux axés sur la préservation de l'environnement. Donc, première explication, les principes coop rejoignent naturellement les objectifs de développement durable. Deuxième explication, que je trouve super intéressante, c'est l'enracinement local des coopératives. Hein. Parce qu'elles sont contrôlées par des personnes, des membres vivants dans une communauté, et aussi parce qu'elles desservent évidemment les membres et les gens qui peuvent vivre à proximité géographique, les coops sont beaucoup plus susceptibles de promouvoir, les intérêts locaux, mais ensuite de comprendre les préoccupations, les problèmes, les enjeux de la place, contrairement à des grandes entreprises, par exemple, qui pourraient être contrôlées par des étrangers. Et donc, dans ce cas-là, c'est que les membres des coops, donc individuellement, pourraient reconnaître les inconvénients potentiels de ne pas apporter de changement, par exemple, dans leur vie personnelle, de ne pas écologiser leur comportement, mais aussi, collectivement, les membres des coops peuvent aussi anticiper les conséquences futures, hein, que ce soit sociales, écologiques, évidemment, mais économiques, des changements climatiques, si justement, ils ne procèdent pas à une transition. Et l'article de Gordon Nemhard, justement, l'auteur écrit que parce qu'elles sont inscrites, bien établies localement, les coops sont donc plus à même de fournir des biens et des services, de qualité, mais aussi grâce à les valeurs de solidarité, mais aussi leur réseau local, réseau professionnel. Ils ont plus de facilité aussi à contribuer à la circulation des ressources
dans leur propre communauté. Donc, l'auteur, une des conclusions de l'article, c'est justement de dire que les coops peuvent arriver facilement à un triple résultat de durabilité. Donc, une durabilité qui est économique, sociale, mais aussi environnementale. Et le dernier point, comme j'ai dit, globalement, les coops sont efficaces pour réaliser les objectifs de développement durable, mais particulièrement les coops à but non lucratif. Euh, Justement parce qu'elles ne recherchent pas de profit, ils ont plus tendance à s'investir dans des activités, mais des causes qui n'ont pas pour vocation de produire de la valeur, de produire de l'argent, de la valeur financière. Parce qu'il faut rappeler que généralement, la transition écologique, ce n'est pas un projet qui a pour vocation de faire de l'argent, c'est plus associé à des coûts aussi. Puis ça me permet de faire le pont avec les deux grands obstacles, défis auxquels peuvent faire face les coops, qu'on retrouve souvent dans la littérature. Le premier, ça concerne les impératifs du système dominant, le système capitaliste. Grappéry, par exemple, écrit que les coops, particulièrement celles à but lucratif, ne peuvent jamais s'extirper complètement de l'arène concurrentielle et faire fi des logiques, des objectifs orientés vers le profit, la croissance d'autres indicateurs de performance économique. Donc, à des degrés divers, tous les coops vont connaître des degrés d'intégration dans l'économie mondiale qui peut être varié. Et donc, toutes les coops n'ont pas la même facilité, disons, à intégrer la dimension environnementale dans leur agenda, hein, de mener une transition. Et donc, par conséquent, Drapery explique que pour justement évaluer la capacité d'une coop à s'investir dans une transition, il faut considérer la sphère d'activité dans laquelle elle évolue, sa taille, mais aussi finalement son intégration dans l'économie mondiale. Le deuxième obstacle, ça s'applique pas uniquement aux coops, ça s'applique à n'importe qui a des projets parfois très ambitieux, voire alternatifs, c'est parfois de faire face à la rigidité des structures politiques, aussi, qui peuvent vraiment freiner l'élan de plusieurs acteurs. Donc, Sabine Girard, par exemple, écrit que ça peut se traduire de différentes façons. Ça peut être faire face à des obstacles comme l'opacité des règles du jeu politique, à être obligé de traiter avec des individus qui sont très ancrés dans leur routine professionnelle, qui peuvent utiliser un jargon super technique et qui n'est pas accessible à tout le monde aussi. Ou ça peut être simplement de faire face à un cadre institutionnel qui rend les marges de manœuvre très, très limitées. J'en arrive maintenant aux cas les plus spécifiques. Donc, c'est les coops qui sont le plus étudiés, qui ont fait l'objet de plus d'études scientifiques par rapport à la transition. Donc, le premier type, c'est coop de producteurs, coop agricole, surtout. Donc, on définit la coop de producteurs comme une coopérative détenue et administrée par un groupement de producteurs dont l'objectif et la création d'une structure commune, notamment pour l'achat de matériel, la transformation, la distribution ou la vente de produits. C'est assez logique quand on y pense parce que généralement, coop de producteurs, surtout agricoles, disons, c'est que ils se concentrent sur l'exploitation des terres, l'exploitation des ressources naturelles plus globalement. Et donc, logiquement, ils font partie des premiers touchés des changements climatiques. Donc, ça peut être, par exemple, de faire face à une plus grande pollution des terres ou de l'eau. Ça peut être devoir travailler avec l'imprévisibilité du climat. C'est le plus difficile dans cet agriculteur. L'atteinte à la biodiversité, et ainsi de suite. Donc, la transition écologique, pour ce type de coop, c'est presque une question de survie, finalement. Et donc, il y a plusieurs articles déjà qui montrent qu'être membre d'une coop agricole, par exemple, ça augmente la probabilité d'adopter des pratiques respectueuses en matière d'environnement. Ça peut être d'utiliser des technologies plus vertes jusqu'à utiliser des engrais plus organiques, par exemple. Et ils ne s'arrêtent pas là non plus, les coop de producteurs. Ils ont tendance non seulement à être assez performants pour la transition, mais de donner l'exemple, de transmettre leurs connaissances aux autres organisations de la communauté. C'est le cas, par exemple, dans l'article de Galdeano Gomez, qui a étudié des coops de producteurs dans la ville d'Almeria en Espagne. Donc, dans leur conclusion,
il voit bien que non seulement les coop ont été des modèles d'ouverture en termes d'écologisation des techniques agricoles, mais par leur solidarité, leur réseau, ils ont littéralement permis au commerce local de perdurer. Euh, auprès des petits agriculteurs locaux, par exemple. Bon, ils ont d'abord aidé à écologiser leurs pratiques, mais ils ont joué les médiateurs aussi pour faciliter le processus d'obtention de certification. Donc, sans ça, les agriculteurs n'auraient pas pu rivaliser avec la concurrence, voire même survivre. Et autre conclusion, c'est que grâce à ça, ces petits agriculteurs-là ont eu accès encore au grand marché du pays, qui représente 70% de leur vente annuelle. C'est pas rien euh, comme intérêt. Puis un deuxième cas, le cas de l'article de Di-Bianco. On est toujours dans les coop agricoles, mais dans l'ouest de la France, cette fois-là. Donc, les auteurs voulaient analyser les facteurs d'engagement et les actions menées par les coops pour adopter ce qu'on appelle l'agriculture écologiquement intensive. Donc, c'est un ensemble de techniques, de méthodes, de technologies qui permettent de poursuivre les activités agricoles, mais de manière plus respectueuse de l'environnement, en laissant de côté les produits chimiques, par exemple. Euh, donc, il en arrive à une conclusion assez nuancée que je trouve intéressante. Donc, elles vont conclure que oui, les coops sont bel et bien inscrites dans une démarche de modernisation écologique, mais en même temps, ils ne l'ont pas fait uniquement par sensibilité environnementale. Il y avait des grosses attentes en termes de preuves d'intérêt économique de ces nouvelles pratiques-là. Donc, ils ont vraiment vu qu'il y avait une tension entre la logique coop, la logique écologique, mais aussi la logique économique qui relève du premier obstacle que j'ai mentionné tantôt. Et probablement que si ça n'avait pas été justement économiquement avantageux, probablement qu'il n'aurait pas procédé à ce type de transition, ce type de transition-là. Le deuxième type de coop le plus étudié dans la littérature, c'est évidemment aussi les coops énergétiques. Donc, on entend par coop énergétique des sociétés coopératives qui s'engagent dans la mise en place d'une installation de production d'énergie renouvelable de manière collaborative. Donc, on peut identifier quatre grands rôles joués par les coops énergétiques. Le premier, c'est mobiliser le public. Euh, Si, par exemple, le gouvernement, c'est arrivé au Québec, par exemple, le gouvernement demande à la population de faire attention à leur consommation d'énergie. Hein. Pierre Fitzgibbon, notre ancien super ministre, avait demandé au Québec en 2022 de faire preuve de sobriété énergétique. Euh, Ça reste un peu personnel, puis je pense que ça n'a pas beaucoup d'effet. Je pense pas qu'il y a personne ici qui a changé ses habitudes de consommation d'énergie après la demande de Pierre Fitzgibbon. Par contre, les coops sont plus efficaces, notamment, et je reviens encore à l'enracinement local. À cause de ça, et comme je le disais, ils connaissent les gens, sont plus à même de mobiliser les gens vers les mobiliser directement, mais aussi de leur offrir des alternatives qui sont concrètes. Donc, bon, ça ne crée pas de mouvements sociaux non plus, là, on s'entend, mais ça reste que c'est plus significatif que parfois quand ça vient du gouvernement, par exemple. Le deuxième rôle que peuvent jouer ces coops, c'est l'intermédiaire entre le gouvernement et les citoyens. Donc, uniquement parce qu'elles font toutes sortes d'activités, les coops peuvent être amenés à rencontrer les politiciens, avoir des réunions avec les élus, par exemple. Et c'est aussi un bon moment de parler de leurs activités, mais aussi de faire part des projets qui sont en train de se développer dans la communauté, des idées qui sont partagées par les citoyens, et même aussi de négocier avec les élites politiques, parce qu'on vient à l'obstacle, le deuxième obstacle dont je parlais tantôt, mais des fois, le milieu politique peut être réticent vis-à-vis de certaines initiatives. Et à l'inverse, les coops peuvent jouer de l'intermédiaire, mais auprès avec les citoyens qui vont se sentir perdus, parfois dans une réglementation euh, trop importante, dans un cas, qu'on fait appel à un jargon trop technique encore, ou une grosse bureaucratie. Donc, elles peuvent aider les citoyens à s'orienter dans tout ça. Troisième rôle, c'est de fournir des connaissances et une expertise, comme les coops de producteurs peuvent le faire. Mais ici, il y a un point important, c'est en tenant compte du contexte. Il y a plusieurs articles qui ont mentionné justement que
quand il y a des grands projets énergétiques qui sont élaborés, qui veulent être mis en œuvre par des grandes entreprises ou l'État, par exemple, c'est souvent fait au détriment des forêts, des terres agricoles, des paysages, parce que les grandes entreprises ou l'État ne connaissent pas nécessairement la spécificité du lieu ou les ressources des individus ou leurs besoins. Mais les coops, encore une fois, parce qu'elles sont ancrées localement, elles connaissent ce genre d'informations. Donc, c'est plus efficace pour après fournir de leur connaissance et leur expertise. Puis, dernier rôle qui est fondamental selon moi, c'est de proposer une perspective plus large de la durabilité, qui va plus loin que la simple installation de technologies plus vertes. Dans l'article de Scholl, par exemple, les chercheurs ont interrogé plusieurs membres de coop énergétiques et la plupart d'entre eux se disaient, non pas membres d'une coop énergétique, mais d'une coop durable. Il y en avait plusieurs qui partageaient l'idée selon laquelle le nouveau système énergétique durable, ça ne doit pas être strictement installer plus de panneaux solaires. Ça doit aller plus loin que ça. Il faut avoir une vision qui va transcender ça et proposer au final toutes sortes d'alternatives, pas une seule solution. Puis l'article de Fontaine et Becker et Kunz, par exemple, eux vont dire qu'il y a certaines coops énergétiques qui vont combiner production et consommation pour s'inscrire dans ce qu'on appelle une opération d'autoconsommation collective. C'est-à-dire que l'électricité produite par le collectif va être consommée par les consommateurs qui sont proches géographiquement. Donc, si jamais il y a des excédents, on peut le vendre sur le réseau global. Mais c'est pas ça l'objectif, c'est ça que je trouve intéressant. La mentalité change ici. On va consommer l'énergie dont on a besoin. Là, on ne va pas produire à outrance pour vendre au plus grand nombre. Donc, il y a un esprit de frugalité énergétique ici qui est fondamental et que les coops peuvent proposer. Finalement, le lien entre code d'habitation et transition écologique. Code d'habitation, c'est une entreprise collective qui offre un logement à ses membres. Ces derniers possèdent conjointement le ou les immeubles de la coopérative dont ils assurent collectivement la gestion. Donc, chacun des membres est locataire de son logement individuel. Moi, ce que je trouve intéressant personnellement avec les coops d'habitation, c'est que les membres se retrouvent en permanence à la frontière du collectif et du privé aussi. Et si les résidents d'une coop d'habitation prennent la décision de participer à la transition écologique, il y a plusieurs éléments dans la littérature qui sont soulevés qui affirment que ça a le potentiel d'étendre la transition et ses effets à des domaines vraiment insoupçonnés. Le premier élément, c'est le changement de la vision du bien commun. Hein. D'un point de vue psychologique, on va passer d'un sentiment d'appartenance, disons, d'un c'est à moi, propre à la propriété privée, à c'est à nous. Et ce c'est à nous, ça peut créer des nouvelles valeurs collectives, des nouvelles pratiques communes qui vont d'abord solidifier la cohésion entre les membres, mais aussi consolider des comportements qui sont plus en phase éventuellement avec l'environnement. Deuxième point, c'est l'importance de la démocratie. Euh, Entreprendre un projet de transition, comme rendre l'habitation commune plus verte, ça force les gens à s'investir, mais aussi à discuter entre eux. Et ce genre de délibération démocratique, ça a le potentiel d'interagir avec les habitudes des gens et donc ça peut influencer les habitudes qui sortent du cadre de la gestion de la coop. Et on va voir des exemples, mais ça peut influencer les habitudes en matière de transport, d'alimentation, même de loisirs aussi. Puis finalement, il y a l'extension euh, du réseau professionnel. Il peut y avoir un ensemble d'individus qui vivent sur le même toit, mais ça reste des profils différents qui vont évoluer aussi dans des secteurs professionnels complètement différents. Puis, les articles de Genet au Paradis, par exemple, vont suggérer que et grâce à ça, les individus vont faciliter les échanges entre le milieu professionnel et les coops. Et il peut se développer grâce à ça un vrai réseau en matière d'échanges et de pratiques alternatives qui peuvent contribuer à la transition écologique. Puis je vais finir ici avec le cas de Stendhal qui, encore une fois, apporte des conclusions
nuancée et intéressante. Donc, c'est une coop d'habitation en Allemagne. Donc, les logements, grâce à la manière dont c'est construit, mais grâce à un système, ils sont capables de garder la chaleur produite par le soleil. Donc, ça optimise l'énergie qui est produite. Mais les résidents ont quand même quelque chose, un rôle à jouer avec le système, juste pour que le concept fonctionne à sa pleine capacité. Donc, c'est écologiquement intéressant parce qu'on sauve de l'énergie, mais économiquement aussi parce que l'hiver, les gens peuvent sauver de l'argent. Mais les résultats sont vraiment intéressants. D'un côté, il y a des résidents qui ont tout de suite adopté la technologie, qui l'ont intégrée dans leur mode de vie, mais ils ont dit même que ça les avait sensibilisés davantage à la cause environnementale. Et à cause de ça, puis ça revient à ce que je mentionnais tantôt, ils ont dit appliquer cette sensibilité ailleurs dans nos habitudes. Donc, il y a des gens qui affirmaient utiliser de moins en moins leur voiture et d'autres qui disaient avoir modifié leur régime alimentaire, manger moins de viande grâce à ça. Puis, d'un autre côté, il y a des résidents qui vraiment n'en avaient rien à faire de ça, ils ne comprenaient pas trop comment le système marchait, ils ne voyaient même pas l'intérêt de réduire leur consommation, par exemple. Mais c'était souvent des nouveaux résidents et qui ne s'étaient pas investis personnellement dans la mise en œuvre du projet. Et une des conclusions de l'article, c'est fondamental selon moi, c'est que pour qu'une transition fonctionne sur le long terme, on ne peut pas s'appuyer uniquement sur l'innovation technologique. Il faut aller plus loin. Il faut que les gens s'approprient la transition, qu'il y ait une compréhension évidemment matérielle, technologique de la chose, mais une compréhension symbolique. Il faut savoir pourquoi ils font ça et pourquoi c'est important. Il faut donner du sens à ça. Puis ma dernière grande partie fait référence à la deuxième question que j'abordais tantôt, donc le rôle du processus démocratique dans le processus d'élaboration de la transition. Quand je parle de démocratie ici, je fais référence à l'exercice démocratique, hein, qui est un des principes opératifs. Donc, exercice démocratique est possibilité des individus de se rassembler pour discuter des affaires communes dans l'objectif d'adopter des décisions prises collectivement. Hein. Donc, c'est ça l'exercice. Puis, là, je suis vraiment plus du côté Sciences Po ici, mais il y a des gros questionnements justement sur la pertinence de la libération démocratique pour faire face à l'enjeu climatique. Il y a des thèses, par exemple, d'incompatibilité, de compatibilité entre démocratie et transition écologique. D'abord, parce que les changements climatiques, c'est un phénomène d'avant tout d'ordre météorologique, géologique, physique, même chimique. Donc, certains se demandent, est-ce que c'est vraiment à la population de s'occuper de ça? Ou ça pourrait peut-être être plus le rôle des scientifiques qui connaissent la nature des changements climatiques. Puis il y a plusieurs critiques qui parlent de ça, justement, la nature, l'incompatibilité de la nature des changements climatiques et de la démocratie. Si on prend, par exemple, nos territoires, hein, que ce soit un terrain privé qui appartient à une cour, à une circonscription politique, les frontières d'un État, c'est incompatible avec la nature des changements climatiques parce que c'est transfrontalier. Ça n'a pas de frontières, ça s'adresse à tout le monde. Et si on considère que, justement, ça va être une délibération démocratique qui s'occupe de ça, il faudrait quasiment que ce soit l'ensemble de la population mondiale qui s'assoit ensemble pour décider. On s'entend que c'est très difficile. Il y a Dominique Bourg et Kerry Whiteside, par exemple, qui rappellent l'adage gouverner, c'est prévoir. Encore une fois, euh, les changements climatiques, c'est quelque chose d'invisible. Ça peut être aussi imprévisible, mais ça impose un nouveau rapport dans le temps qui rend nos décisions ponctuelles difficiles. Parce que les conséquences qu'on vit aujourd'hui des changements climatiques, c'est pas le CO2 qui a été produit l'année passée, 2, 3, 5 ans. C'est le CO2 qui a été produit peut-être dans les années 90 en réalité. Et le CO2 qu'on produit aujourd'hui, les conséquences, ça va être en 2050, 2060 au moins. Ça s'étend sur des décennies, voire des siècles, le changement climatique. Et ça implique que nos décisions soient pertinentes sur le long terme. C'est difficile pour l'être humain de se projeter là-dedans. Puis, on peut juste ajouter, Michel, avec le philosophe grec, comme quoi décision démocratique, ça peut être équitable, mais ça ne veut pas dire que c'est forcément les meilleures décisions. Si on regarde les pays qu'on dit démocratiques actuellement, il y a de plus en plus de gens qui sont prêts à voter pour des partis, des chefs qui n'ont que ça, des projets de l'éduc. Alors que tous les signaux en matière d'environnement sont au rouge
flash. Donc, c'est pas parce que la population opte pour quelque chose que c'est forcément la meilleure décision. D'un autre côté, il y a la thèse de compatibilité. On dit oui, non seulement c'est la démocratie, l'écologie, c'est compatible, mais on devrait même renforcer ça. On devrait décentraliser les prises de décision qui rendent l'exercice participatif et délibératif. Il a noté que c'est pas parce que le processus se fait démocratiquement que les scientifiques n'ont rien à voir là-dedans. Au contraire, il y a des chercheurs, plusieurs auteurs qui disent que non, ça doit se faire en collaboration avec les scientifiques. Ils doivent aider les gens à prendre les meilleures décisions possibles. Et on parle aussi de démocratie des communs, la manière dont on se fait le commun. C'est un point fondamental selon moi parce qu'il ne faut pas comprendre le commun avant tout comme un bien, mais comme un acte. Hein? Si on prend un jardin commun, par exemple, ce qui est en commun, c'est avant tout le fait que les gens y ont contribué, se sont organisés ensemble pour produire éventuellement et bénéficier d'un jardin. Donc, voir le commun comme un acte, ça donne toute sa pertinence à l'exercice démocratique. Puis, je vais présenter vite le cas d'une expérience démocratique faite à Saillant, en France, de 2014 à 2020. Donc, rapidement, il y a un collectif de citoyens qui s'est présenté aux élections municipales en France de 2014 pour protester en partie contre la démocratie représentative. Et non seulement ils ont gagné, mais ils ont mis en place un modèle de gouvernance alternatif. Vraiment, c'était vraiment une démocratie presque radicale, là. Et la transition écologique qui est sortie de ça est vraiment hallucinante. Et Sabine Girard, donc, qui est la chercheure qui a réalisé l'étude, expliquait que la mobilisation de la société civile a été vraiment impressionnante. Ça s'est traduit de plusieurs façons. Donc, ils ont déterminé, par exemple, des zones à protéger sur leur territoire. Ils ont créé des collectifs de réusage des matériaux usagés, des accessoires. Ils ont créé, évidemment, les coops énergétiques, des habitats partagés aussi. Donc, les coops sont gérés très loin, évidemment. Puis, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème. Hein. Tout le monde est différent. Et parce que les gens sont différents, comme je disais tantôt, tout le monde a ses croyances, sa perspective et ses objectifs. Et ça peut créer parfois des conflits. Mais c'est justement là l'intérêt de l'exercice démocratique, c'est qu'on doit prendre en considération la pluralité des intérêts, des appartenances sociales, des différentes perspectives, dans le but d'élaborer des objectifs qui sont négociés, mais partagés au final. Et c'est grâce à ça qu'on est capable d'avancer collectivement, de mener à terme ensemble une transition efficace. Et donc, rapidement, plus les années avancent, la chercheure remarque que les préoccupations s'accentuent d'année en année. Parce que les habitants sont évidemment plus sensibilisés, mais ils se sentent plus investis aussi grâce au processus démocratique. Puis finalement, c'est que, aussi on peut dire, c'est une pratique écologique qu'on a apportée non facilement. C'est le genre de savoir qui se développe rapidement. Et donc, je vais conclure là-dessus. En ce qui concerne, si je reviens à mon projet plus spécifique qui concerne la transition écologique au sein des coops de l'habitation au Québec, ce qui s'est fait dans la littérature au Québec, il n'y a presque rien en réalité. J'ai rien trouvé. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de contenu sur le sujet, mais en termes d'études, de recherche scientifique, à peu près rien. Mais pourtant, il y a du stock à étudier. Je reviens à l'article de Lafont et ses collègues de tantôt qui disaient les coûts d'habitation ont tendance à favoriser davantage les objectifs 9 et 11, donc infrastructure de base et promotion de villes et communautés durables. Mais par exemple, quand on consulte la page Internet de la Fédération des coopératives d'habitation du Québec, on constate de un qu'il y a un comité sur la transition écologique, mais dans le guide des pratiques de gestion des coopératives d'habitation, le chapitre 29 est consacré entièrement aux bonnes pratiques en matière d'environnement. Et on propose, par exemple, la réduction des déchets, l'optimisation de l'eau, l'optimisation énergétique, le verdissement du milieu de vie, devenir agriculteur urbain, acheter de manière éco-responsable, compenser les émissions de gaz à effet de serre et j'en passe. Donc, avec ça, on dépasse largement les objectifs 9 et 11. On va chercher des objectifs 2, 6, 7, 11, 12, 13 et 15 même. Donc, il y a de la matière à étudier. Maintenant, c'est de savoir comment cette transition, parce qu'il y a un intérêt. Donc, comment est-ce que cette transition s'organise? Puis, aussi, éventuellement, est-ce que, justement, le processus démocratique a un rôle important à jouer là-dedans?
Donc, je m'arrête ici. J'espère que ça a été intéressant. Vous avez appris des choses. Puis, si vous avez des questions, commentaires, questions, vous êtes. Merci. Merci Jean-Philippe, merci Clément Lévy. Donc, si on va ouvrir une période de questions, les personnes en ligne, vous pouvez écrire vos questions dans le chat. Et moi, je me chargerai de les transmettre à notre conférencier. Donc, les personnes en salle aussi, je vous invite à poser des questions. Peut-être briser la glace, hein, si personne. Tu invoquais toute la question de décision locale comme étant un aspect qui était positif. Le fait de dire, ben, je suis dans ma localité, je suis conscient des impacts qui peuvent arriver sur ma localité. Du même coup, tu invoques le fait que c'est une question qui est internationale, c'est-à-dire que l'acte local ne peut pas avoir d'impact si l'ensemble alors, est-ce que le fait que la décision soit locale, il n'y a pas un danger que les préoccupations locales prennent le dessus sur le bien-être international, sur le plan de l'environnement? Parce qu'on va regarder, par exemple, on va lancer ça comme ça, je ne sais pas s'il y a des gens de Québec, là, le troisième lien, par exemple. Ouais. Bon, Je viens de vérifier. alors, si tu regardes cette décision-là, comme des fois, je me demande, puis je prends pas position ni pour ni contre le troisième lien, c'est pas là mon point, mais d'avoir des préoccupations économiques très locales en tant que telles, peut-être à un moment donné, aller en contre-courant, dans le fond, de l'intérêt international. En fait, c'est que je pense justement parce que c'est impossible que la décision soit prise démocratiquement à l'international, c'est on peut seulement se retourner vers le local, d'après moi. Puis, dans la littérature, plus côté Sciences Po, euh, c'est souvent évoqué l'intérêt du local, justement parce que c'est tangible pour nous, le local. Parce qu'en ce moment, il y a les feux là, à Los Angeles. On sait très bien là, que ça peut être il peut y avoir plusieurs facteurs, mais les changements climatiques, ils sont pour quelque chose. Mais pour nous, on peut voir la télévision, mais on va sortir du local tantôt, on s'en souvient plus. Mais quand il y a eu des feux de forêt au Québec, il y a 2 ans, on sort dehors, puis on voit il y a de la brume dehors, ça sent, le soleil est orange, ça sent mauvais dehors. C'est quelque chose de tangible. Puis ça, je pense, ça donne plus d'incitatifs, justement, aux gens de changer. Puis de toute façon, les conséquences vont être différentes, dépendamment qu'on soit au sud ou au nord, euh, en Amérique, en Europe ou en Asie, par exemple. Donc, je pense que le fait que ce soit local et que les gens voient les conséquences, c'est quelque chose de tangible, je pense que ça. Évidemment, il ne peut pas avoir une coordination internationale là-dessus, mais je pense que le fait de faire des petits gestes qui sont concrets, qui font du sens pour les gens, un, c'est mieux que rien, mais deux, c'est, comme je disais, je pense qu'une pratique, une bonne pratique peut en amener une autre finalement, sensibiliser aussi. Donc, je pense sincèrement que le local, ça reste quand même le plus, le plus concret, le plus efficace sur cette question-là. On a peut-être une question en ligne de temps qu'elle a. On va alterner peut-être. Donc, c'est Gaëlle qui pose cette question-là en ligne. Est-ce que vous utilisez le concept de transition écologique comme synonyme de la transition écologique ou vous avez choisi de circonscrire à l'écologie seulement au niveau conceptuel? Non, en fait, l'intérêt de ce genre de concept-là peut paraître un peu contradictoire, mais c'est justement parce que c'est assez large, une définition. Et j'ai fait exprès aussi parce que ça peut se traduire, comme je disais, de mille et une façons. Et si c'est des réglementations de la part du gouvernement, tant mieux. Si c'est le fait que à la maison, tu compostes, tant mieux. On pose des gestes comme on peut. Par contre, ce que je tiens à mentionner, c'est que j'ai fait exprès de parler de transition écologique et non pas de transition énergétique. Okay. Parce que transition énergétique, il y a un chercheur, un historien des sciences qui s'appelle Jean-Baptiste Fressos, qui en fait dit que la transition énergétique, c'est un mythe en réalité. Parce que on peut adopter des énergies renouvelables, ça c'est parfait. Mais l'idée de transition n'existe pas. Parce qu'il disait, on a l'idée, par exemple, au 19e siècle, on utilisait le charbon. Après ça est venu le pétrole et après ça viendra peut-être
l'hydroélectricité, l'éolien, et ainsi de suite. Mais la réalité, c'est qu'en ce moment, on n'a jamais produit, utilisé autant de charbon, autant de pétrole et autant d'électricité produite, peu importe comment. Donc, il n'y a pas de transition écologique, il y a une accumulation, transition énergétique, pardon, il y a une accumulation énergétique. Donc, ce concept-là est un peu à déboulonner, en fait. Là. C'est un peu plus un mythe. Tandis que transition écologique, ça s'applique plus facilement, je pense, dans ce contexte-là. Merci. On a encore Gaëlle qui lève la main. Alors, Gaëlle, c'est à Oui, toi. oui, pardon. Ben, c'était juste pour préciser. Dans le fond, c'était plus de savoir parce qu'on entend beaucoup le concept de transition socio-écologique. Donc, je me demandais si pour vous, dans vos études, vous l'utilisiez comme synonyme à la transition écologique ou si vous aviez vraiment choisi de circonscrire au niveau conceptuel la transition écologique de façon plus précise sans utiliser justement le volet social là, de la transition socio-écologique. Non, en fait, transition écologique, j'ai inclus le socio-écologique dedans parce que ça peut considérer aussi la transition de l'économie, aussi une économie qui peut être plus durable aussi, qui s'inscrit dans le social, évidemment. Mais je pense qu'en transition écologique, on vient chercher plus, le concept est plus large, donc on va chercher évidemment plus large aussi. Donc, j'ai inclus le social là-dedans. Merci, Gaëlle, pour la précision. C'est moi Merci. qui ai oublié le socio dans la Parfait. question. Je voulais donc on va se tourner vers la salle, oui. C'est pour répondre peut-être en partie à Gaël aussi, c'est que le socio-écologique est beaucoup plus utilisé dans la littérature en français, alors que la littérature en anglais, on va plus parler de transition écologique. Ma question portait sur le fait, justement, vous avez mentionné un guide de la part de la Fédération, de la Confédération des coopératives d'habitation. Est-ce que vous savez si ce guide-là a été produit par la Confédération ou si c'était un travail des coopératives, soit sur un comité ou quelque chose qui était dans une co-construction des coopératives pour aboutir à ce guide-là, ou c'était plus du top-down ou du down-top en termes de construction? C'est une bonne question. Honnêtement, je ne sais pas, mais j'avoue que la distinction peut être importante justement en ce qui concerne l'aspect démocratique de la chose. Là, ça repose sur rien, là, on s'entend, là, mais je pense que c'est plus top-down que ça s'est fait. On se fie beaucoup sur la notion de développement durable, qui est un concept qui est déjà un peu déjà tout fait aussi. Donc, je pense que c'est plus facile de s'adapter à toutes les alternatives reliées au développement durable dans ce cas-là. Donc, mon intuition, c'est top-down, mais je ne suis pas certain. Merci beaucoup. Merci. À vérifier. Donc, Oui, c'est ça, exact. l'avenir de la recherche. Oui, il y a encore une question? Oui. Je me suis retrouvée dans pas mal de points lors de ta présentation parce que justement, je m'intéresse à beaucoup environnement. Donc, quand on parle de transition écologique, il y a des coûts qui vont être engendrés. Donc, moi, en tout cas, dans mon sujet de recherche, ce que je veux savoir, c'est que concrètement, qu'est-ce que cette transition-là peut coûter pour les entreprises? Quels sont les coûts que les entreprises ont engagés pour pouvoir justement passer à la transition écologique? Donc, c'est ça ma question. Peut-être qu'il n'y aurait pas la question, toute la réponse tout de suite, parce que... C'est une bonne question. Hein, puis ça revient à l'aspect, la différence entre but lucratif et but non lucratif. Puis, je parlais tantôt le degré d'intégration dans l'économie. Ça doit dépendre, j'imagine, encore une fois aussi du secteur d'activité, mais c'est certain que le coût de la transition, que ce soit pour les entreprises, mais vraiment même pour tout le monde, comme je disais, on ne fait pas vraiment d'argent avec ça. Donc, je pense que ça va être un coût pour tout le monde. Après, est-ce que ce n'est pas tout le monde qui a la même capacité, justement, financière de s'adapter et de le faire rapidement? Et des fois, il y a des entreprises peuvent être vraiment dépendantes, dépendamment de leur secteur, à des énergies fossiles ou des énergies polluantes. Fait que ça dépend vraiment du secteur d'activité, d'après moi, puis l'intégration dans le marché. Mais, ouais, c'est ça. Mais c'est une bonne question. Ça doit dépendre. Ben, ad hoc là-dessus, moi, je me demande si les coopératives auraient les mêmes ressources
assurer cette transition au même titre que les entreprises classiques? Moi, ça veut dépendre de la grosseur, là. Si on pense à Desjardins, j'imagine qu'ils ont plus de moyens qu'une petite coop d'habitation, c'est Ouais. certain. Mais ouais, c'est ça. Ça doit dépendre des ressources, mais justement, si tu as beaucoup de ressources puis que tu en veux toujours plus, l'objectif, c'est quand même des objectifs de croissance, de profit. C'est un peu ça reste quand même que le polluant est quand même plus payant encore aujourd'hui Et c'est ça qui est drôle. que le durable. Hein, c'est ça. Fait que, En ligne, on n'a pas encore de questions, mais oui, Oui, ben moi, en fait, peut-être faire du pouce sur la question de Gaëlle, parce que je me suis demandé pourquoi avoir fait le choix de croiser avec les objectifs du développement durable, considérant justement le fait que si on est dans une optique de transition écologique, on t'a vu, t'as parlé toi-même des différents courants. Puis si on en ouvre juste un qui est de la décroissance, Charles Dupré, qui est un doctorant ici, a comme analysé plein de plateformes pour montrer que ça prend différents angles. Fait que pourquoi avoir choisi de transposer aux objectifs de développement durable, sachant toute la critique aussi qu'on peut avoir par rapport au développement durable, puis comment plusieurs penseurs de la transition ne sont pas dans cette optique-là et visent plutôt une décroissance. Oui. En fait, c'est pas un choix personnel. En fait, quand je faisais justement la littérature, je constate que souvent, on se fie aux objectifs de développement durable quand on parle de transition. Donc, c'est ça le modèle de référence. Puis je pense que c'est le modèle développement durable, c'est le modèle utilisé encore, je pense, par énormément d'organisations. Donc, à la fin, moi, je fais du pouce sur, justement, les objectifs de développement durable parce que, sauf erreur, le guide en question des groupes d'habitation est basé aussi sur le développement durable. Donc, moi, mon objectif, c'est plus de voir comment ils s'organisent autour de ça plutôt que l'aspect plus normatif et de dire, ah non, c'était pas le bon, il faudrait aller du côté des croissants, par exemple. Ben dans ce cas-là, si on prend les objectifs de développement durable, la réduction de la pauvreté, on la trouve aussi dans les coopératives d'habitation. Fait qu'on pourrait élargir aussi, puis pas juste considérer les aspects de verdissement ou de pratiques environnementales, pour pouvoir aussi avoir comme une visée plus large. Puis c'est là que la dimension socio-écologique est peut-être en tout cas, moi, ouais. Puis en fait, ça me fait penser, c'est que une autre raison pour laquelle j'ai pris transition écologique, puis je n'ai pas posé d'étiquette non plus, c'est de voir aussi comment les gens l'interprètent, comment les gens donnent une signification, qui comprennent l'enjeu environnemental et comment on doit faire la transition. Donc, ce n'est pas à moi de dire, par exemple, ou à la personne, c'est eux comment ils comprennent en fonction justement des informations qu'ils possèdent, mais de leur propre perception, et comment ils donnent du sens à travers ça. Donc, l'aspect plus socio, là, c'est peut-être plus du côté de la méthode, là, dans ce cas-ci. Et comment l'aspect socio, comment les acteurs qui sont impliqués là-dedans perçoivent ça et comment ils sont acteurs de leur changement aussi. Donc, si le choix de transition écologique, c'est, je disais, si vous optez pour le développement durable, c'est puis si tu l'ouvrais j'imagine que c'est dans l'exploration, oui, si tu l'ouvrais, puis on jase, là. Ouais. Si tu l'ouvrais tout simplement à la transition, puis que les gens, peut-être certains vont l'envisager d'un point de vue économique, peut-être que d'autres, tu sais, tout ça, puis on le voit avec les travaux de René Houdet, tu sais, c'est interrelié, là. Fait que si tu le laissais plus ouvert, tu as peut-être une possibilité de capter plus large les effets, justement, des coopératives d'habitation que si on va peut-être à poser une question écologique, parce que pour certains, ça pourrait être de dire, ben moi, habiter en coopérative, ça me permet de réduire comme je réduis mes coûts, je réduis mon travail, mes heures de travail, je suis en autoproduction, je suis dans des systèmes de troc. Fait que là, on touche d'autres choses qui sont pas spécifiquement environnementales, mais qui s'inscrivent dans la transition. Oui, je comprends. En fait, moi, je me demande, c'est si justement, déjà transition écologique est large, mais écologique vient donner une substance supplémentaire. Transition, d'un point de vue vraiment de définition dans la méthode, ça peut vraiment être n'importe quoi au final. Donc, je ne sais pas s'il y a un danger, mais
à utiliser parfois peut-être des concepts vraiment trop larges qui là engloberaient. En fait, ils sont tellement larges qu'ils ne veulent plus dire grand-chose au final. Mais oui, à voir. Oui, merci. On a une question en ligne. Donc, Alain Blanchette, salut Alain, qui dit merci de la présentation. Quelles seraient vos recommandations à l'égard du mouvement coop au Québec? Ça va vraiment en mode recommandation, là, pratique. C'est vraiment une bonne question. C'est ça. Ouais, non, c'est ça. C'est vrai que je pense la rédaction de ma thèse. Mais c'est une bonne question. Honnêtement, c'est que personnellement, moi, je suis dans une approche peut-être plus radicale. Là. Donc, parce que dans la mesure, moi, personnellement, je trouve que ça prend peut-être un peu trop de temps et il manque de temps. Il faut s'activer. On dit, l'objectif, c'est de limiter à une augmentation de 1,5 degré. On s'apprête, on s'en va vers du 2,5-3 degrés. Là, puis c'est vraiment une catastrophe qui s'en vient. Donc, je pense que la limite, on parle de 2050 parfois, mais je pense que la vraie limite, c'est plus du côté du 2030. Là, on est en 2025. Donc, ma première recommandation, ce serait juste d'accélérer un peu plus le processus parce que les coûts associés à ça, si on ne l'atteint pas, ça va être immense comparativement au coût d'une transition, mais qui est faite actuellement. On le voit dans l'exemple immédiat de Los Angeles dont tu as parlé. Oui, c'est ça, exact. Les coûts, c'est quoi? C'est 250 milliards? Ce n'est plus assurable, ce n'est plus... C'est ça, exact. Ça prend des proportions énormes. Si on parle juste en termes de prix, mais en termes aussi d'espèces, quand tu disais tantôt de qualité de la vie humaine ou des personnes qui commencent à être affectées réellement. Donc, ta recommandation, c'est d'agir. Oui, c'est ça. Hier, l'accélérateur. Si tu me permets, tu as évoqué avec pertinence le fait que l'acte a des conséquences, pas immédiates, mais des conséquences temporelles dans un temps. Je t'inviterais peut-être à lire, à prendre connaissance de la théorie de l'intensité morale des enjeux. C'est Jones qui a écrit ça et qui va donner des caractéristiques sur comment on établit l'importance d'un enjeu. Et l'aspect de la temporalité fait partie des 6 caractéristiques. C'est-à-dire que plus que le fait de poser l'action à un temps A, la conséquence à un temps X, Y, Z plus loin, ça vient biaiser justement cette intensité-là. Donc, ça fait en sorte que l'enjeu est perçu comme étant moins important parce que c'est dans les temps 30 ans. Oui, c'est ça. Mais il y en a 5 autres aussi caractéristiques qui pourraient aussi expliquer pourquoi on a tant de difficultés à faire la démonstration de cette intensité-là et d'atteindre ce que tu veux peut-être atteindre, c'est-à-dire des actions rapides. Ça affairait aussi, pour donner la référence, c'est Jean qui a fait la théorie de l'intensité morale. OK. Puis ça me fait juste penser, juste pour ajouter, vu justement que ça s'inscrit dans le long terme, dans la littérature aussi, parfois on suggère, quand je parlais de démocratie tantôt, mais d'intégrer, justement, vu que ça concerne vraiment tout le monde, les générations futures dans la prise de décision aussi. Donc, de considérer que les décisions sont prises par les citoyens aujourd'hui qui sont en vie, mais nos décisions vont avoir un impact sur les citoyens qui vont être là dans 50, 100, 150, 300 ans. Donc, il y a l'aspect intergénérationnel aussi qui est à inclure peut-être. Il y en a même qui parle une démocratie du vivant, donc de parler littéralement à la place, pas à la place, mais pour le vivant, donc les animaux, les insectes, les espèces vivantes en général. Donc, on est vraiment dans une autre, c'est ça, une démocratie radicale. Oui, c'est un autre problème de perspective, justement. Comment on gère cette transition-là? Est-ce qu'on la gère mandat par mandat? Maintenant, c'est dirigeant d'une entreprise. C'est à 3 ans à 6 ans de mandat. Puis oui, ça, c'est tu commences, j'ai fait ce que j'ai à faire, puis je quitte. Puis il y a Exact. une vision peut-être qui serait à long terme. C'est la même chose pour les députés aussi. Oui. Ouais. On va peut-être, s'il n'y a pas d'autres questions, on va peut-être arrêter l'enregistrement en ligne et continuer la discussion en classe en salle. Merci beaucoup pour les gens qui nous ont rejoints en ligne. Merci. Au plaisir. Merci à notre conférencier. Merci d'être là. Puis au plaisir de vous retrouver en salle.